Nous nous retrouvons du coup pour le TD numéro 5 sur SAS, portant sur les estimations ponctuelles et par intervalle, ainsi que les tests de conformité à un standard. Pour la partie 0, nous allons nous concentrer sur l'importation des données et la création de nouvelles variables. Comme vous le verrez, en fait, notre jeu est principalement composé de variables quantitatives et on trouve intéressant de créer de nouvelles variables qualitatives à partir de deux variables quantitatives, respectivement. Donc ici, on va commencer par créer une nouvelle bibliothèque TD, créer un nouveau folder TD5, puis importer les données. Donc, pour créer une nouvelle bibliothèque, on clique sur l'onglet Bibliothèque, on se met devant l'onglet Mes bibliothèques, clic droit, Nouvelle bibliothèque, et on met le nom. Ici, on voulait que ça s'appelle TD5. Le chemin, par défaut, on va prendre Fichier, accueil, qui s'appellera Home, avec ici un numéro qui dépend de votre compte utilisateur. Ok. Si je mets annuler, mais normalement vous mettez OK, et hop, vous allez voir arriver votre nouvelle bibliothèque. Bon. Ensuite, créer un folder. Donc cette fois-ci, on va dans l'onglet Fichier et Dossier. On se met devant Fichier Accueil, clic droit, Nouveau, Dossier. Donc ici, on souhaite l'appeler TD5. Hop, et on fait Enregistrer. Là, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait, mais vous verrez apparaître votre TD5. Maintenant, il ne faut pas oublier d'importer vos données à partir de votre source. Donc, moi, c'était sur ordinateur. Donc, j'avais cliqué sur mon folder, puis sur télécharger. Donc, on a bien la destination. Sélectionner les fichiers. Puis là, j'avais sélectionné ma base. Puis télécharger. Ainsi, elle était apparue. Donc, happiness2017.csv. Maintenant, on peut donc passer à l'attribution du coup de notre bibliothèque, donc avec libname. On veut qu'on utilise la bibliothèque TD qui a cette location, comme on a vu tout à l'heure. En faisant un clic droit, on a bien ce chemin-là. On lance la commande, normalement il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez bien créé votre bibliothèque. Ensuite, pour importer, vous allez récupérer le chemin du coup de vos données, donc en faisant de la même manière clic droit propriété. Vous allez copier-coller cet emplacement. Donc ça sera le data file. Pour les fichiers donc .csv, donc vous le spécifiez ici. Ici, donc on va mettre la destination, donc on veut que ce soit dans notre bibliothèque TD et que ça s'appelle du coup base de données. Et puis, il faut aussi spécifier que nos valeurs sont séparées par un point-virgule. Donc on lance ça. Et là, on est content. On a bien un aperçu du coup de notre table qui s'est importée avec nos 157 lignes, nos 13 colonnes. Donc on peut voir un aperçu ici. On voit principalement c'est des chiffres. On a juste du coup la région et le pays qui sont des caractères. Ici du coup on a une autre façon de voir, c'est la liste de toutes nos variables. Et on voit bien du coup qu'elle s'est appelée du coup de td.base de données. Alors, première question, donc combien y a-t-il d'observations et de variables? On l'a vu précédemment, mais là on voulait en fait que vous affichiez un résumé de la table, donc avec proc_contents. Et là en fait on a un petit résumé, bon, et les caractéristiques plutôt de la machine dans ce tableau, mais dans le premier tableau on a le nombre d'observations, donc on a 157 PI, avec 13 variables, et dans le dernier tableau on voit qu'on a bien nos 13 variables qui sont principalement coûts numériques, ce qui s'appelle le format best12. Juste pour le pays et la région, on a bien du texte qui s'appelle le format $, pour dire que c'est les caractères 13.
Donc, ici, on vous demande de créer de nouvelles variables. Donc, on va commencer par la variable catégorie de bonheur, donc happy cat, à partir de notre variable score de bonheur, donc happiness score. Et on vous demandait en fait de créer trois modalités, donc à partir d'un découpage du coup en trois intervalles de notre happiness score. Et donc il faut passer par une itération if, else, else. Donc dans l'étape data, on va appeler notre base de données, qui va rester du coup la même. Il faut spécifier l'affichage en fait de chacune des modalités. Donc là, on avait dit par exemple 20, hein, mais comme au maximum, notre modalité, bon, elle va prendre plutôt 8 caractères, on aurait pu s'en tenir à 8. Et là, en fait, on va lui spécifier que si le score est inférieur à 4, alors il faut renvoyer pour notre variable happy4 la modalité unhappy. Dans le cas où le score est supérieur ou égal à 4 et inférieur à 6, alors modéré. Et dans les autres cas, donc on en déduit que c'est quand c'est supérieur ou égal à 6, il faut renvoyer happy. Donc on lance cette instruction-là. Et on est plutôt rassuré. On voit qu'on a une colonne de plus, donc on va aller chercher, qui se met toujours à la fin, qui est bien notre nouvelle variable happy4. Et ça s'affiche correctement. On a bien des happy, des moderates. Là, c'est juste un petit exemple. Il y a une petite centaine de pays, je crois. Voilà. Très bien. Donc, on demande de faire de même à partir de la variable generosity, mais cette fois qu'on va découper en 5 classes, mais c'est exactement la même chose. On va passer par une itération if, else, if et else, avec donc 5 modalités, very selfish, bit selfish, indifferent, generous et very generous. On est aussi rassuré, on a une colonne en plus, on arrive à 15 au total. Et là, on voit bien qu'on a notre nouvelle variable generosity4 avec du very generous, du generous, indifferent, bit selfish, etc. Alors maintenant nous passons à la partie 1, proprement qui va tester de faire des estimations ponctuelles et par intervalle. Donc on rappelle juste, c'est intéressant de faire une estimation par intervalle parce que on n'est jamais sûr à 100% d'avoir la vraie valeur quand on fait une estimation ponctuelle, quand on s'intéresse à un échantillon, avec l'histoire des fluctuations d'échantillonnage. C'est beaucoup plus juste de donner un intervalle de confiance avec le risque qui lui est associé. Donc question 1, quelle est la modalité de la variable happy4 la plus fréquente? Donc là en fait on voulait savoir dans notre jeu de données la plupart du temps quel est le score de bonheur dans nos pays. Donc avec une proc frec, on précise que notre jeu de données c'est bien td.bdd et qu'on veut afficher donc avec tables les statistiques concernant la variable happy4. Donc ici on a un petit tableau simple qui nous donne par défaut la fréquence, en fait c'est la fréquence absolue, donc ça correspond aux effectifs, puis le pourcentage, donc fréquence relative, puis fréquence cumulée, pourcentage cumulé. Bon, ici on voit que le pourcentage le plus élevé, il est presque à 57%, il concerne la modalité moderate, donc 57% des pays de notre échantillon ont un score qui est plutôt considéré comme modéré pour le bonheur. En croisant maintenant avec une autre variable, du coup celle qu'on a créée,
qualitative, on va pouvoir du coup lire à quelle modalité de Generosity Cat correspond la plus importante proportion de Happy Cat. Donc c'est encore en fait une proc-frec, mais cette fois-ci en fait avec l'astérix, on croise nos deux variables qualitatives. Donc voilà, on a un tableau de contingence. Donc avec pour chaque case en première ligne, donc les effectifs, en deuxième ligne, le pourcentage du coup pour dans l'ensemble de notre échantillon, donc le total fait 100%. Troisième ligne, c'est le pourcentage de lignes. Donc, par exemple, ici, le total de cette troisième ligne fait 100 et considère en fait le sous-groupe en fait des happy. D'accord? Et la quatrième ligne qui s'affiche, c'est le pourcentage de colonnes. Donc, par exemple, ici, bit selfish, si on fait la somme des trois, pardon, proportions, on arrive aussi à 100 et ça s'intéresse du coup en fait à notre sous-groupe des bits selfish. Donc ici, on s'intéressait au groupe des happy. On voulait savoir quelle modalité de Generosity Cat était la plus représentée. Donc en fait, on voit que dans le groupe des happy, à presque 66%, en fait, ils sont very generous. Question suivante. En ne considérant que les pays possédant une grande liberté, donc ce qui est en fait freedom, le score de freedom supérieur à 0,5, quel est l'intervalle de confiance à 99% de l'estimation de la proportion de moderate, donc c'était pour la variable happy cat, notre échantillon. Donc encore un autre cas d'usage de la procédure FREC, donc toujours avec notre instruction tables, on s'intéresse en fait à la fréquence de notre happy cat pour la modalité moderate. Et on veut spécifier en fait qu'il nous affiche notre intervalle de confiance, donc il va estimer à partir de la loi binomiale pour un risque alpha de 0,01. Donc comme ça, on a un intervalle de confiance à 99%. Et là, on en rajoute une condition en fait, pour dire qu'on restreint un sous-groupe que ceux qui ont un score de freedom supérieur à 0,5. On lance. Et là, on voit bien qu'on travaille sur un sous-groupe parce qu'on a une taille d'échantillon qui n'est pas de 157 mais qui est de 35. Et on peut voir du coup, surtout dans le deuxième tableau qui nous intéresse, donc pour la proportion de pays qui ont un happy cat de modéré, donc en fait ça s'élève à 0,28%. Et l'intervalle de confiance, donc calculé ici par une méthode d'approximation avec asymptotic standard error, l'intervalle de confiance varie en fait entre presque 9% et 48%. Donc ce qui n'est pas très précis, mais c'est assez logique puisqu'on a demandé quand même un risque alpha très très faible. Maintenant, quelle est la fréquence de la modalité happy, de la variable happy cat et son intervalle de confiance, mais cette fois-ci à 95%. Donc ça revient à la question précédente, mais sans la condition, on va dire, de restriction à un sous-groupe. Donc voilà, avec tables, on s'intéresse à la variable happy cat et on veut par la binomiale connaître l'intervalle de confiance de l'estimation, la proportion pour la modalité happy. Et là, on précise toujours notre alpha qui est à 0,05. De la même manière, là on regarde, on est bien sur notre échantillon total, on a bien 157 pays. On a une proportion à presque 30% de happy et qui est comprise donc entre presque 23% et 37%. Donc on voit qu'on a un peu augmenté notre risque alpha puisqu'on est passé à 5%. Donc on est
un tout petit peu plus précis puisque notre intervalle de confiance est un petit peu plus serré autour de notre estimation. Maintenant, on va voir quelle est la moyenne mondiale de la variable happiness score ainsi que sa variance. Donc en fait, on voulait voir sur l'ensemble de notre jeu de données quelle était la moyenne du happiness score. Donc cette fois-ci, on va utiliser la proc mint puisque c'est une moyenne, mais ça fonctionne de la même manière qu'une proc frec. Ici, après avoir mis en entrée notre jeu de données, on va dire quels paramètres on souhaite afficher. Donc ici, min pour la moyenne, var pour la variance. Puis, on va stipuler à quelle variable, ici, var pour variable, on s'intéresse. Et là, tout simplement, on a notre tableau avec exactement ce qui nous intéresse. Donc, la moyenne de notre happiness score est à 5,38, sa variance à 1,30. Maintenant, un petit peu plus complexe, on vous demande quelle est la moyenne du happiness score pour la catégorie Indifferent de Generosity 4, en précisant les bornes supérieures et inférieures de son intervalle de confiance à 99%. Alors, on passe toujours par notre proc means, on spécifie toujours ce qui nous intéresse, donc la moyenne, le CLM, du coup, pour les bornes inférieures et supérieures d'intervalle de confiance, et notre risque alpha qu'on précise ici, donc qui est à 1%, parce que notre intervalle de confiance va être à 99%. La classe, du coup, Generosity 4, et la variable qui nous intéresse, du coup, happiness score. Comme ça, on a pour chaque modalité de notre Generosity 4, bit selfish, generous indifferent, generous very selfish, la moyenne et la borne inférieure et la borne supérieure. Donc, pour indifferent, on voit que notre moyenne est à 5,3. Et il se situe entre 4,7 et 5,9. La vraie moyenne dans notre population. Enfin, dernière question, quelle est la moyenne et l'écart type du score de bonheur pour les pays dont économie GDP per capita est inférieure à 0,8? Donc là encore, en fait, c'est une proc mint, mais cette fois-ci avec une condition donc qui restreint sur un sous-groupe, donc grâce à l'instruction where, mais sinon le reste c'est exactement pareil que précédemment. Et là, on voit qu'on a notre moyenne, donc on a spécifié par min, qui est à 4,3 et notre écart type qui est à 0,73. Donc écart type qu'on a demandé d'afficher avec le STD pour Standard Deviation. Nous allons maintenant passer à la partie 2 de ce TD qui porte sur les tests centraux et de conformité à un standard. La première question de ce TD était d'évaluer si le score mondial de bonheur avait évolué entre 2015 et 2017. Pour cela, nous allons considérer seulement les pays qui ont une générosité supérieure à 0,15. Avant de faire un test sur une moyenne, la première chose à vérifier, c'est que l'échantillon qu'on étudie est suffisamment important. Donc pour cela, nous allons utiliser la proc mint en cherchant justement la taille de notre échantillon, et where on étudie seulement les pays avec une générosité supérieure à 0,15. Donc on lance notre proc mint qui nous indique qu'on a une taille d'échantillon de 119, ce qui est suffisamment grand pour faire notre test. Donc là, on ne connaît pas finalement, considère qu'on ne connaît pas la moyenne de notre population totale, donc on peut lancer une procédure de student avec la proc t-test
en comparant donc la moyenne de notre échantillon à notre hypothèse qui est que la moyenne est égale à 5,21. Encore une fois, on sélectionne seulement les pays avec une générosité supérieure à 0,15. Donc en lançant la procédure t-test, on obtient finalement une première moyenne estimée de notre échantillon et surtout on obtient la p-value qui est égale à 0,07. Donc cette p-value finalement est supérieure à notre risque, enfin, le risque 0,05 qu'on considère. Donc on ne rejette pas la 0, donc on peut considérer que finalement que le score bonheur mondial n'a pas évolué. Donc la question 2 nous demande de calculer la variance du score de bonheur en 2017. Pour cela, on utilise la procédure classique, la procédure Mintz, en demandant quelle est la variance sur la variable happiness score. Donc la variance finalement de happiness score en 2017 est de 1,303. En sachant cette variance, maintenant on repose la même question qu'en 1, mais du coup on connaît la variance de notre population. Donc on veut savoir si notre score mondial de bonheur a évolué entre 2015 et 2017, mais ce coup-ci on va utiliser la méthode qui considère que on connaît notre variance. Donc on va utiliser finalement l'inéquation présentée dans le cours. Donc pour calculer cette inéquation, la première chose qu'il nous faut, c'est donc la taille de notre échantillon et la moyenne de notre échantillon. Donc on utilise la procédure Mintz et encore une fois on considère les pays d'une générosité supérieure à 0,15. Donc voilà, la taille de l'échantillon qu'on connaissait déjà, est égale à 119 et la moyenne de notre échantillon est de 5,414. Donc on garde ces données en tête, la moyenne et la taille de notre échantillon, et ensuite on va calculer tout simplement la différence entre nos deux moyennes, la moyenne d'hypothèse et la moyenne de notre échantillon, et on va la comparer du coup à le quantile de la variable normale fois la variance de notre échantillon divisé par la racine carrée de la taille de notre échantillon. Donc pour faire ce calcul, on utilise la procédure IML. On définit donc notre moyenne d'hypothèse, notre moyenne d'échantillon qu'on a calculé précédemment, la variance qu'on a calculée plus tôt, si vous vous souvenez bien. On définit aussi la quantile de notre variable normale. Donc je rappelle que pour un risque à 5%, le quantile considéré, c'est le quantile 0,975. Ensuite, la taille de notre échantillon, qu'on connaît depuis tout à l'heure. Donc on va comparer la différence, on va voir la différence entre nos deux moyennes, et donc le quantile fois la variance fois la racine carrée de notre taille d'échantillon. Donc en lançant tout cela, on a les deux résultats suivants. Donc la différence est égale à 0,204 et la comparaison, enfin le reste, c'est égal à 0,234. Donc finalement 0,204 c'est inférieur à 0,234, il y a une erreur ici. 234. Donc on ne rejette pas l'hypothèse à 0 et donc on retombe sur le même résultat que tout à l'heure. Finalement, on considère que le bonheur mondial n'a pas évolué entre 2015 et 2017. Donc pour la question 4, on nous demande de tracer l'histogramme de distribution de l'indice de générosité des pays. Donc pour cela, on va utiliser la procédure univariate. On pourrait utiliser les procédures classiques de plot, de SAS, mais la procédure univariate avec l'option histogramme nous permet aussi d'obtenir le graphique souhaité. Donc voici la distribution de générosité des pays. Là, ce que l'on peut observer, c'est que finalement, elle ressemble assez à une loi normale. Elle n'est pas entièrement symétrique, mais on pourrait se dire que la distribution peut suivre potentiellement une loi normale. Donc c'est l'objet de la question suivante. On se demande si on peut finalement approximer notre distribution par une loi normale. Donc pour cela, on va utiliser de nouveau la procédure univariate.
et on teste du coup le test normal, voilà, sur notre variable générosité. Donc, hop, notre procédure univariate nous permet de faire plusieurs tests de normalité qu'on a présentés en cours plus tôt. Donc là, comme vous pouvez le constater, il nous propose notamment le test de Shapiro-Wilk parce que notre échantillon finalement n'est pas d'une taille très très grande. Donc le test le plus, on va dire, enfin qu'il faut regarder en priorité, c'est le test de Shapiro-Wilk. Donc on observe qu'on a une p-value très faible. Donc notre p-value est inférieure à notre risque à 5%. Donc finalement on rejette H0 et on ne peut pas considérer que la distribution est normale. On va ensuite passer à la partie 3 de notre TD. Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième partie de la correction ANOVA et proportion. Question 1. La moyenne de dystopie résiduelle est-elle significativement différente entre les pays de chaque région au risque 5, 10%? Et on va utiliser PROC-ANOVA ou PROC-GLM. Pour la PROC-ANOVA, on va exécuter ce code-là. On met notre jeu de données, les mots-clés classe, modèle et means. De base, c'est au risque 5%. Visuellement, avec le boxplot, on peut voir qu'il y a des moyennes assez différentes entre chaque zone, chaque région. On va aller lire la p-valeur qui est ici et ici. Elle est bien inférieure au risque 5%. On peut en déduire que les moyennes des pays de chaque région est différente significativement. Pour faire le test avec un risque de 10%, on rajoute ici l'option alpha égale 0,1. Je vais réexécuter. Voilà, on a les mêmes résultats. On a toujours une p-valeur très très faible. On en conclut toujours, même au risque de 10%, que les moyennes de dystopie résiduelle est significativement différente entre les pays de chaque région. On peut faire la même chose avec une PROC-GLM. On obtient ceci. Question 2. Refaire le test en utilisant un test non paramétrique et la variable freedom à la place de dystopie résiduelle. On utilise la procédure n par one way. Voici le résultat que l'on obtient. Le boxplot peut nous donner indication sur le résultat qu'on pourrait avoir sorti, notamment ici, des moyennes très différentes entre les pays de chaque région. On vient lire la p-valeur ici, très très faible, inférieure à 5%, on en conclut qu'il y a une différence significative. Enfin, peut-on affirmer avec une certitude de 95% que les proportions des régions sont toutes identiques? On va utiliser une PROC-FREC, tables en mettant le nom de la variable catégorielle, région, et on suppose qu'il y a une proportion identique. Donc, on a 10 régions différentes, donc une proportion toute de 10%. Voici ce qu'on obtient en sortie. Le test du Ki2 nous indique une p-valeur très très faible. On rejette donc l'hypothèse selon laquelle les proportions sont toutes égales à 10 pour chaque région. Nous allons maintenant passer à la correction de la dernière partie, la partie D sur les tests d'indépendance entre deux variables aléatoires. Pour la première question,
on cherche à savoir s'il y a un lien entre la variable économie GDP per capita et la variable generosity. Ces deux variables sont des variables quantitatives, donc nous pouvons réaliser un test de corrélation grâce à la procédure PROC-CORE. Dans Data, nous spécifions notre table de données et dans VAR, les deux variables que l'on souhaite étudier. En lançant le code, on obtient plusieurs informations. Donc un premier tableau des statistiques simples sur nos deux variables, les effectifs, moyenne, écart type, somme, minimum et maximum, ainsi qu'un deuxième tableau sur les coefficients de corrélation de Pearson. Ici en premier, le coefficient de corrélation et en deuxième, la p-valeur. Si cette p-valeur est inférieure à un risque d'erreur alpha, nous favorisons l'hypothèse alternative d'existence d'une dépendance linéaire. Autrement dit, le coefficient de corrélation linéaire est significativement différent de 0. Pour cette question, le coefficient de corrélation linéaire est de moins 0,026 et la p-valeur de 0,75. Et la p-valeur est donc supérieure à un risque alpha que l'on a fixé à 5%. Par conséquent, nous favorisons l'hypothèse nulle, à savoir que le coefficient de corrélation n'est pas significativement différent de 0. On peut donc conclure avec un risque d'erreur de 5% qu'il n'existe pas de dépendance linéaire entre la variable économie et la variable générosité. Passons maintenant à la deuxième question, où l'on souhaite étudier la dépendance entre les variables Happy Cat et Dystopia Residual. Happy Cat est une variable qualitative catégorielle et Dystopia Residual est une variable quantitative. Nous avons vu auparavant dans une question antérieure que la variable Dystopia Residual suit bien la loi normale. Donc dans notre cas, nous pouvons réaliser une ANOVA grâce à la procédure PROC-ANOVA. Dans Data, nous précisons toujours notre table de données. Dans Class, notre variable catégorielle qui est donc ici Happy Cat. Notre modèle qui est de connaître la répartition de Dystopia Residual en fonction de Happy Cat. Et dans Moyenne, Happy Cat afin d'avoir les moyennes en fonction des modalités de notre variable catégorielle. Si on lance le code, ici aussi on obtient plusieurs informations. Donc on obtient un tableau avec pour le modèle et les résidus, les résidus et le total, les degrés de liberté, la somme des carrés. On a également le carré moyen, la valeur f qui correspond à la statistique de test de Fisher et notre p-valeur. Pour conclure, il suffit de comparer la p-valeur au risque d'erreur alpha, que l'on fixe toujours ici à 5%. Si la p-valeur est supérieure à 5%, alors l'hypothèse nulle H0 est favorisée, sinon nous favorisons l'hypothèse alternative H1. Pour la question présentée, la valeur de la p-valeur est très faible, inférieure à 0,0001, donc inférieure à notre risque alpha de 5%. On doit donc favoriser l'hypothèse alternative H1. On peut conclure que les différences de dystopia résiduelle observées semblent significatives. On peut également le confirmer grâce au boxplot ci-dessous, qui nous donne la répartition de la variable dystopia résiduelle en fonction des trois modalités de la variable Happy Cat. Et on voit ainsi de manière visuelle, graphique, que la répartition de dystopia résiduelle est donc bien différente en fonction des trois modalités et que nos deux variables sont donc liées. Pour finir, nous allons passer à notre dernière question qui concerne le fait qu'il existe ou non un lien entre les variables Happy Cat et Generosity Cat. Donc ces deux variables sont des variables qualitatives catégorielles. Donc pour tester s'il y a un lien entre ces dernières, il faut réaliser un test du kit 2. Pour cela, sous SAS, il faut réaliser une proc-frec en précisant dans Data notre base de données. Et l'option Tables permet de réaliser une table de contingence entre nos deux variables. Et afin d'avoir les indicateurs statistiques du test, il ne faut pas oublier l'option KISC. Lorsqu'on lance le code, on obtient dans un premier temps donc notre table de contingence avec les fréquences, pourcentage, pourcentage i, pourcentage colonne entre les modalités de nos deux variables qualitatives. Et en descendant, on obtient donc nos statistiques. La statistique test du rapport, la règle de décision est la suivante. L'hypothèse alternative H1 est favorisée si la p-valeur qui se situe sur la ligne Ki2 est inférieure au risque alpha de 5%.
Pour notre question, les résultats s'analysent ainsi. La p-valeur est égale à 0,63, qui est donc supérieur à 5%. Donc nous favorisons l'hypothèse nulle H0 et on peut conclure qu'il n'y a pas de lien entre le bonheur et la générosité. La statistique test du rapport de vraisemblance permet également de vérifier s'il y a une dépendance ou non entre les deux variables. Le résultat s'analyse comme pour la statistique du Qui2. Pour cet exemple, les probabilités sont légèrement différentes vu le nombre d'effectifs théoriques inférieur à 5 que l'on voit grâce à cette indication. Ensuite, la statistique de Qui2 de Mantel-Haenszel permet de tester la présence ou non d'une relation linéaire entre deux variables qualitatives, mais cette statistique est appropriée seulement lorsque les deux variables sont ordonnées, ce qui est le cas de nos deux variables. Donc la p-valeur est également ici supérieure au risque alpha de 5%, donc on arrive à la même conclusion que précédemment, il n'y a pas de relation linéaire entre le bonheur et la générosité. Les résultats contiennent également certaines mesures d'association qui tentent de mesurer l'intensité de la relation avec le coefficient phi, coefficient de contingence et le V de Cramer. Nous avons maintenant fini la correction de notre TD. J'espère que tout a été bien clair et que vous êtes maintenant enfin prêts à pouvoir utiliser des statistiques inférentielles sous SAS.